pour vous dire ou rappeler pour ceux qui étaient là dès la première session ou qui en ont suivi d'autres que ces webinaires sont organisés par le réseau des 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour lequel moi j'ai le plaisir d'être la coordinatrice du projet de tourisme durable. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille pour faire des parcs naturels régionaux, des destinations de tourisme durable. Et au cœur de notre projet, eh bien, il y a vous, c'est-à-dire les professionnels du tourisme, qu'on a pour mission d'accompagner pour vous aider à toujours améliorer votre offre, monter en compétences. Et du coup, on a organisé cette année ce cycle de webinaires sur la communication numérique parce qu'on recevait beaucoup de demandes, et il y avait beaucoup d'attentes de votre part pour pouvoir vous améliorer sur ces compétences. Donc, voilà, notre objectif, c'était de vous présenter des webinaires avec des outils simples à utiliser et des webinaires de courte durée pour pas vous prendre trop de temps et que ce soit pratique, concret. Donc, on espère qu'on aura atteint notre objectif. Donc, on est aujourd'hui sur la dernière thématique. Voilà, on a commencé mi-février le premier webinaire et on a déroulé les différentes thématiques. Voilà, vous dire aussi que toutes nos actions et celles-ci aussi sont financées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et que même si on s'adresse avant tout aux professionnels de notre réseau parcs naturels régionaux, c'est-à-dire les professionnels qui portent la marque Valeur Parc Naturel Régional, on ouvre aussi ces webinaires à tous les professionnels qui en région veulent progresser sur leurs actions durables. Donc, il y a peut-être parmi vous des entreprises qui ne sont pas dans un parc, mais soyez les bienvenus. Voilà, je passe la parole à Juliette, sur qui on va se reposer pour ce webinaire. Merci Laure. Bonjour à tous, toutes. Donc, je m'appelle Juliette Tomasetti. J'ai une petite agence de communication qui est basée dans l'est de la France, tout près de la frontière suisse, à côté de Belfort. On est 4 dans l'équipe et notre travail, c'est développer de la communication numérique pour différents types de structures. Au départ, nous, on vient de la culture. C'est le domaine d'activité dans lequel on s'est tous rencontrés, dans lequel on a évolué, la musique même, spécifiquement. Et au fur et à mesure des années, des expériences, voilà, on a élargi un petit peu notre giron pour travailler pas mal dans le tourisme, désormais des offices de tourisme notamment, ou les réseaux de parcs, et notamment Chemin des Parcs, tout proche de chez vous, voire chez vous. Et on développe des sites internet, on gère les réseaux sociaux et on est amené aussi à travailler sur différents outils et notamment le développement de newsletters. Pour vous donner des exemples très simples et très basiques, on travaille par exemple pour un cabinet d'avocats, rien à voir, un cabinet d'avocats qui, au-delà de son besoin de vendre ses prestations d'avocat, a besoin de fidéliser justement et de montrer en quoi il peut être ressource et en quoi sa mission va au-delà de simple mission d'avocat classique. Donc avec lui, par exemple, on travaille sur le développement d'une newsletter qui présente de façon bimensuelle des offres de reprise d'entreprise, par exemple. Et donc il se positionne, il fait du plus, on va dire, par rapport à sa mission de départ. Et donc il cherche à se positionner en tant qu'expert, accompagnateur, etc. On travaille aussi sur des outils de newsletter qui vont nous permettre d'asseoir un positionnement, d'asseoir une image. Je pense à des réseaux, alors pour le coup de graphistes ou dans l'art contemporain, notamment dans l'Est, où il y a une fédération en fait, des professions et on va proposer justement des webinaires, des mises en avant, des infos, de la ressource au travers de ce réseau de newsletter, de cet outil de newsletter. Et évidemment, c'est un outil qu'on va aussi pouvoir utiliser pour vendre des produits. Ni plus ni moins, on a la possibilité, via ces newsletters, de renvoyer vers des sites marchands ou autres et de déclencher potentiellement des achats. Donc, c'est un outil dont on se sert quotidiennement, qui a plein d'avantages, qui a aussi des inconvénients dont on va parler et en fait, qu'il convient de maîtriser en tout cas sur le fond, puisque vous le verrez, monter ou développer une newsletter, techniquement, c'est plutôt hyper facile. Voilà. Une fois qu'on a pris la main sur le logiciel. Donc,
Ce que je vous propose au cours de ce webinaire, c'est qu'on reprenne un petit peu les bases, finalement, techniques. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans une newsletter? Quel est le jargon qu'on va employer? On se pose également la question de que raconter dans la newsletter. Parce que si c'est simplement un copier-coller de votre site internet, par exemple, ça perd un peu de son sens. Il faut qu'il y ait un intérêt, on va dire, pour l'abonné à suivre cette newsletter. Quelle structure éditoriale on va retrouver? Est-ce qu'on va avoir une organisation des infos qui est claire? Comment on va raconter notre projet, notre entreprise? Et enfin, je vous présenterai plusieurs exemples d'outils qui vont nous permettre de réaliser techniquement les newsletters, et plus spécifiquement Brevo, qui est l'ex-Sendinblue. Vous verrez, il existe plein de logiciels pour monter ces newsletters qui, franchement, se ressemblent énormément tous. Une fois qu'on a compris comment l'un fonctionne, on maîtrise globalement les autres. Et on traitera aussi de la partie statistique, ou en tout cas des indicateurs à suivre. Il convient effectivement d'envoyer la newsletter, ça c'est une chose, mais après, on a des stats, notamment le taux de désabonnement, d'ouverture de la newsletter, qui nous permet de suivre un petit peu la pertinence de ce qu'on raconte, et de voir si, en tout cas, elle est ouverte, ou alors si au contraire, elle donne envie de se désabonner. Et donc, de se poser les bonnes questions ensuite pour optimiser tout ça. Alors, si on reprend les bases, on va dire. La newsletter, le gros avantage, c'est qu'elle va nous permettre de nous adresser, en tout cas, directement à notre public. Elle nécessite forcément d'avoir récupéré une adresse email à minima. On y reviendra sur ces questions des bases de données d'adresse mail. Et elle arrive directement dans la boîte mail de la personne à qui on l'envoie. Donc, en termes de... On ne peut pas faire plus direct, on va dire, comme outil de communication. C'est un canal qui est maîtrisé, stable et pérenne. On est sur des outils, mail, des boîtes mail qui souvent sont utilisées non seulement dans le cadre professionnel, mais également personnel. En tout cas, on est vraiment sur un canal maîtrisé. Gros désavantage, on va dire, de la newsletter, on a tous été plus que spammés de milliers de newsletters ces X dernières années. Newsletter, donc c'est vrai que je n'ai pas commencé par le définir, mais pour moi, emailing, newsletter, c'est la même chose. C'est vraiment des emails chartés, en tout cas mis aux couleurs de l'entreprise, qui sont envoyés à une base de données. Donc, on a tous été très spammés, on va dire, par ces outils, qui parfois arrivent dans nos boîtes mail, on ne sait même pas trop comment. Je ne me suis jamais abonnée à ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là? Et on a un petit peu perdu, disons qu'on est moins alerte, en tout cas, on a moins tendance à les ouvrir et à les suivre. Donc ça c'est un petit peu peut-être dévalorisant, en tout cas dévalorisant pour cet outil. Ça reste, quand c'est bien construit et quand la personne a accepté explicitement de la recevoir, un outil de fidélisation important. Le principe de la newsletter, c'est qu'on est dans vraiment un outil de fidélisation qui s'inscrit dans la durée. Et on va pouvoir créer un rendez-vous régulier avec notre lecteur et développer une relation, on va dire, différente de celle qu'on pourrait avoir, par exemple, sur les réseaux sociaux. Là où sur Facebook, Instagram ou autre, on va être sur de l'instantanéité, de l'info peut-être même qui pourrait paraître moins crédible que celle d'un site internet ou autre, la newsletter, on va pouvoir prendre le temps de rédiger les choses, de présenter, en tout cas d'angler un petit peu notre communication de façon un petit peu plus sympa et qualitative, on va dire, que via les réseaux sociaux. Le principe, c'est de ne pas chercher uniquement à vendre un produit, un service ou autre, mais bien de maintenir un lien. J'ai même envie de vous dire que la newsletter, ce n'est pas forcément un canal de vente au départ. Il faut plutôt l'imaginer si vous faites, je ne sais pas si vous avez la possibilité, des réservations en ligne, d'acheter des produits en ligne. Votre newsletter, c'est un moyen pour l'internaute de revenir vers votre site internet. Ce n'est pas forcément un canal de vente direct. Donc ça va rester, et en tout cas c'est toujours un levier hyper stratégique dans les domaines du tourisme. Pourquoi? Parce que la newsletter, elle va vous permettre, entre autres, de valoriser une saisonnalité, de rappeler l'existence d'un territoire, d'une offre. Vous n'êtes pas obligé de parler que de vous-même dans la newsletter. Il y a peut-être des choses plus collectives à imaginer et donner envie de revenir, prolonger l'expérience. Si je vous donne un exemple assez classique, mais imaginons que vous avez booké une nuitée dans un hôtel
il n'est pas rare que 15 jours, 3 semaines après, vous receviez une newsletter, alors qui vous demande, voilà, si vous avez passé un bon séjour, etc., et qui, au passage, vous demande, par exemple, de laisser un avis Google ou TripAdvisor ou autre. Donc là, on est vraiment dans un outil newsletter. Et il peut y avoir voilà, un bon de réduction pour un prochain séjour, une suggestion voilà, d'activités à faire à l'extérieur ou autre. Donc là, on est encore sur des outils newsletter. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que là, vous n'êtes pas dans du démarchage commercial pur. Hein, c'est que votre newsletter, elle va s'adresser à un public déjà intéressé. Les gens dont vous avez l'adresse mail, puisqu'ils vous l'ont donnée explicitement. Vous pouvez aussi avoir à disposition, on va dire, des bases de données d'adresse mail de gens que vous ne connaissez pas. Bon, là, on verra, il y a un problème de légalité hein, avec la RGPD, mais vous êtes supposé, en tout cas, avoir les mails des gens qui ont accepté de vous les donner pour de la promotion. Ça va jusque-là? Ouais. Alors, l'utilité de la newsletter, quelle est-elle? Informer, inspirer et fidéliser. Voilà. L'idée, ça va être de partager de l'actualité, des idées de sortie, des temps forts, du contenu de fond. Voilà, des choses que l'on va rédiger dans un cadre choisi et identifiable. Potentiellement, ça peut être, je ne sais pas, si vous incarnez vraiment votre activité, rien n'empêche dans une newsletter d'imaginer un petit édito, voilà, de la direction, de l'association, ou que sais-je, des prises de parole peut-être un peu plus éditorialisées sur les réseaux sociaux, présenter une actualité, une suggestion voilà, de choses à faire, à découvrir chez un partenaire, un lien vers vos réseaux sociaux aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un canevas qui va vous permettre de communiquer régulièrement. Là où les réseaux sociaux touchent souvent très large, voilà, on est sur des publics, sur des publics très larges, donc la newsletter, hein, encore une fois, repose sur une relation directe et volontaire. Donc ça, on va y revenir et je crois, alors j'ai juste eu un petit pop-up, voilà, Sarah qui a une question aussi sur le sujet. Alors je vais y revenir tout de suite. Voilà. La transition est parfaite avec la slide qui arrive. Le principe de collecte et d'utilisation des adresses mail dont on pourrait avoir besoin pour envoyer une newsletter, c'est ni plus ni moins que celui du consentement, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui ne dit mot consent, ça ne marche pas, c'est interdit. Voilà. Si on n'a pas explicitement dit oui, ça veut dire non. C'est pareil avec l'utilisation des données personnelles. Ça veut dire quoi? La collecte des données doit être claire, volontaire et évidemment conforme à la RGPD. La RGPD, c'est la réglementation pour la protection des données personnelles. Il me manque le G, je ne sais plus. La réglementation est, bon, gestion des données personnelles. Donc c'est l'organisme, en tout cas c'est la règle, et l'organisme en France, c'est la CNIL, qui s'occupe de vérifier la légalité des informations que vous détenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des listings, en tout cas, des listings de données qu'on n'a pas le droit d'avoir, ou même de constituer, sur des questions de religion, de race, de maladie ou autre. Enfin, voilà, on n'a pas le droit techniquement de poser ces questions-là. Des raisons assez évidentes. Donc ça, c'est vérifié. On a l'obligation voilà, de demander, en tout cas de ne pas garder ad vitam aeternam les infos, des infos collectées. Et quand on dit la collecte doit être claire, ça veut dire que si quelqu'un nous donne son adresse mail, il doit savoir comment on va l'utiliser. Donc ça va répondre à la question qui m'a été posée. J'ai quelqu'un qui book une chambre dans mon hôtel, qui me laisse son adresse mail. Si à aucun moment, en fait, dans cette démarche, je ne lui dis « Coucou, merci pour ton adresse mail, je vais l'utiliser pour t'envoyer des newsletters régulièrement qui traiteront de mon activité. » Donc, s'il n'est pas mis au courant, vous n'avez pas le droit de l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il vous l'a donné. Par exemple, en fait, ça se matérialise, vous savez, par souvent toutes les petites cases qu'on a à cocher quand on s'inscrit quelque part. Historiquement, on va dire jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était le principe de l'opt-out qui primait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une case qui est pré-cochée. D'ailleurs, c'est hyper facilitant parce qu'on n'a plus qu'à cliquer sur « Valider ». Voilà, et notre compte est créé.
Sauf que, soyons honnêtes, personne ne lit clairement, ne comprend parfaitement ce qui est coché, quoi. On se dit oui, bon, bah allez, ça va plus vite, j'y vais, quoi. C'est pareil quand vous vous inscrivez sur un réseau social ou autre. Ce principe-là est interdit aujourd'hui. C'est le principe de l'opt-in qui prime. Ça veut dire que c'est à vous de faire la manip, en tout cas de faire l'action de je coche la case. Je dirais que ça ne change pas grand-chose, mais disons que l'intention n'est plus la même là. C'est nous qui volontairement disons j'accepte, là où avant c'était le qui me dit mot consent. Donc ça veut dire techniquement que si aujourd'hui vous, pour une raison ou pour une autre, vous récupérez des adresses mail commercialement et vous voulez ensuite envoyer des newsletters, vous devez lors de la collecte de cette adresse, de cette adresse mail, préciser à l'internaute que vous allez également utiliser ces données pour à des fins promotionnelles, par exemple. Ça va? Ce qui veut dire que concrètement, vous avez une activité, vous faites des fromages de chèvre voilà, depuis des années, vous avez une super base de données et vous avez un cousin, une cousine qui ouvre une boutique de vente de fromage de chèvre à 30 bornes de la fabrique. On pourrait se dire, ça pourrait être hyper intéressant que je lui file mon fichier client, voilà, et les adresses mail des gens avec qui je travaille, de toute façon, à ce que lui aussi puisse non seulement se lancer, mais faire la promotion de mes produits. Et bien ça, c'est interdit. C'est interdit par la loi. Donc, on ne peut pas donner, en tout cas, des fichiers d'adresse mail ou de numéro de téléphone ou autre. Hein, voilà, c'est pareil. Ça, il faut être plutôt vigilant là-dessus. Donc, on collecte l'email voilà, dans les règles clés de la RGPD uniquement pour un usage identifié, inscription volontaire, on ne récupère que ce qui est nécessaire. Donc souvent, on va aussi être amené à remplir des formulaires où il va y avoir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Vous n'êtes supposé de collecter que ce qui est intéressant pour vous. Et donc, on ne peut pas conserver ces données indéfiniment. Dans les obligations légales que vous avez lorsque vous lancez une newsletter, quelle qu'elle soit, quel que soit le nombre d'abonnés, etc. Donc, lors de l'inscription, on doit savoir pourquoi. Et vous devez avoir la possibilité de vous désabonner d'une newsletter. Alors, vous verrez, hein, dans les outils, c'est préconfiguré. C'est-à-dire que souvent, en bas de page, tout en bas, en police 1,5, illisible, au milieu de pavés de texte, pour qu'on soit sûr voilà, de ne pas donner envie de se désengager, vous avez une petite phrase qui dit « Si vous souhaitez vous désabonner, merci de… » Alors, cliquez à tel endroit ou envoyer un mail à telle adresse. Donc ça, c'est obligatoire. De là, vous assurer que c'est parce que vous avez cliqué qu'on va effectivement vous retirer de la liste d'abonnement. Je ne mettrai pas toujours ma main à couper, mais voilà ce qu'est la loi. Et donc, si on vous demande, vous devez être en mesure de pouvoir supprimer un contact d'une adresse mail. On verra que les outils type Brevo ou autres gèrent ça tout seul. Je n'ai pas vu si… Règlement général, merci Laure, voilà, sur la protection des données. Voilà. Le G. Si je fais cocher une case sur le dossier d'inscription, j'accepte de recevoir une newsletter. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a un petit peu le cadre général, qu'est-ce qu'on va raconter dans une newsletter? Le principe, c'est d'utiliser des contenus qui fidélisent. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt voilà, pour l'abonné à la newsletter de rester abonné. En tout cas. Donc, il faut qu'il y ait un côté information utile, potentiellement recommandation, coulisses, ça peut être aussi certains lieux ou autres, focus sur un territoire ou des acteurs locaux. L'idée, c'est qu'à la lecture de la première newsletter, on se dise oh, c'est pas mal, il y a quand même 2-3 bonnes idées et que ça nous prépare le terrain pour les suivantes aussi. Donc, il y a vraiment la question de la ligne éditoriale finalement de votre newsletter sur laquelle il va falloir se pencher, disant bah, déjà quel contenu je suis en mesure de fournir et de rédiger régulièrement, en tout cas sur le timing que j'ai imaginé, et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, qu'est-ce qui fait sens par rapport à mon activité aussi.
À un moment, il y a encore quelques années, c'était un peu la course à la com. Il fallait en tout cas envoyer un max d'infos le plus possible. On est plutôt maintenant dans des démarches un peu plus sobres et heureusement, en tout cas dans les domaines dans lesquels nous on évolue, on va plutôt chercher à communiquer une info quand on en a une plutôt que communiquer pour communiquer. Et ce qui amène la question en fait du rythme et de la régularité aussi des envois. Là, alors je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de fréquence idéale. Je suis bien incapable de vous dire, si vous envoyez une newsletter toutes les semaines, ça va être génial et il fera beau tout le temps. Voilà. Le rythme idéal, voilà, c'est celui que vous allez être capable de tenir, qui va faire sens, où vous n'allez pas vous retrouver à remplir des cases parce que au départ, on vous a dit qu'il fallait parler de telle ou telle chose. On est plutôt, voilà, en général, au minimum, on va dire, au plus fréquent, pardon, sur des newsletters mensuels, voire bimensuels, donc tous les 15 jours. On a beaucoup d'événements sur lesquels on travaille où on va facilement être voilà, sur des newsletters trimestriels, hors période haute. Voilà, ça peut aussi être lié à la saisonnalité. Le principe, c'est qu'il y a une habitude chez le lecteur. Alors, pardon, voilà. Vous le verrez là dans l'exemple sur le parc national des écrins, par exemple, que j'ai mis à l'écran. Il y a beaucoup d'outils qui ont un titre aussi, qui arrivent à la lettre des écrins plutôt que newsletter. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer, dans la façon dont vous allez rédiger les choses, d'éditorialiser un petit peu plus. Et donc là, on voit qu'effectivement, la première partie est liée à une actualité. Bon, là, en l'occurrence, les vœux, puis une actualité, on va dire, de saison, puis une actualité tout court en dessous. Donc à partir de là, quelle structure, quel fond on peut imaginer? Il faut hiérarchiser ces infos de façon à gagner en lisibilité et en compréhension. Vous le verrez, les outils techniques vont nous permettre d'aérer relativement les choses de façon à ce que ce soit très visible et très esthétique aussi. Votre newsletter, elle va devoir comporter un objet. L'objet de la newsletter, c'est comme un objet du mail, c'est la première chose que vous allez voir avant d'ouvrir le contenu. Donc, on a tous dans nos boîtes mail des listes de mails à traiter, à ouvrir, ou alors ouverts, mais toujours pas supprimés ou traités. Et le premier point d'accroche qu'on va avoir pour attirer le lecteur, c'est cet objet. Donc, on le verra, mais il y a plusieurs techniques, en tout cas, mais l'idée, c'est d'avoir un objet qui interpelle quand même le lecteur. Donc, ça peut être en l'interpellant justement avec un prénom, un nom. Ça peut être dans la façon dont on rédige avec une phrase un peu choc, je sais pas, par exemple, une info un peu rigolote, quelque chose qui n'a rien à voir, mais l'idée, on est vraiment sur de l'accroche pour interpeller le lecteur et inciter à l'ouverture. Donc, on va avoir un contenu qui va être structuré et dans les newsletters, des boutons d'appel à l'action, ce qu'on appelle en marketing des CTA, des Call to Action. C'est ni plus ni moins que le bouton, là, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, le bouton blanc, là, en savoir plus, par exemple. C'est un bouton d'incitation à l'action, d'appel à l'action. Et c'est là où il va falloir penser, ou en tout cas, vous pouvez penser vos différents outils de communication comme un écosystème, où souvent, on va avoir au centre de tout ça le site Internet, puis les réseaux sociaux, les newsletters, une plaquette ou autre. Et c'est souvent le site qui va être un petit peu central. Et il n'est pas rare que ces boutons d'appel à l'action renvoient, par exemple, sur le site Internet. Sur le site Internet, voire sur un réseau social, voire chez un partenaire, en tout cas sur une info plus pertinente. L'idée, c'est que votre newsletter va présenter un résumé du contenu. C'est encore une fois une accroche pour la suite. On peut avoir un ou plusieurs boutons dans une newsletter et vous verrez que dans l'outil que je vais vous présenter, vous avez la main vraiment sur toute la partie visuelle. Et le ton et l'écriture, donc la newsletter, il faut penser que vous vous adressez à une personne. Voilà. Donc dans la façon dont vous allez rédiger les choses, attention, vous ne vous adressez pas à une institution. Voilà. Donc soyez vigilants aussi, on va dire, dans les mots que vous employez. On parle comme on accueillerait quelqu'un sur un territoire. Voilà. Il faut vraiment avoir ça en tête et essayer de sortir de cet outil froid, voilà, qui peut être le mail, pour
lever le frein dans l'écrit. Donc on peut avoir pas mal d'exemples alors moi j'appelle ça des rubriques, mais finalement c'est des points d'entrée hein, dans votre ligne éditoriale. Ça peut être l'actualité du moment, un temps fort, une nouveauté, des infos pratiques, un lien avec la saison, un coup de projecteur sur un lieu, une expérience, un partenaire, un savoir-faire. Il serait pas délirant. Je crois que vous êtes que je peux prendre comme exemple. Vous êtes oui, un hôtel, par exemple, présenter un restaurateur, une activité à faire en famille, une balade. L'idée, voilà, c'est de se positionner comme un partenaire. Donc, un coup de projecteur sur, ça peut être aussi en lien avec le territoire. Le saviez-vous? Une anecdote locale, une info sur le patrimoine, les coulisses d'un territoire. Bref, tout ce qui fait en fait votre particularité en étant à tel endroit. Une idée de sortie, d'expérience. Vous prenez, par exemple, souvent les offices du tourisme ont sur leur site internet des rubriques agenda. En fait, que faire à tel endroit, à telle date, etc. C'est un point d'entrée important, ça, pour les visiteurs. Euh, et donc, ça vous fait aussi des sources d'infos et de données qui sont, on va dire, exploitables, utilisables immédiatement. C'est facile à aller récupérer comme info, c'est déjà synthétisé soit dans les médias, soit sur les sites des hôtels. Ça peut être une recommandation locale, je l'avais dit. Et il y a quelques incontournables dans les newsletters. Souvent, ce qu'on a en haut, on appelle ça le header. Voilà. En gros, c'est le bandeau du haut. On a aussi un pied de page. Donc ça, c'est le footer. Souvent, c'est un élément où on va retrouver des logos, des éléments graphiques, un lien qui pourrait renvoyer vers le site internet ou autre. Donc le lien des inscriptions, souvent on a envie de le supprimer ce truc. Voilà. Dans les logiciels, on se dit oh, bah non, c'est un peu contre-productif voilà, que de garder ce lien des inscriptions, ça donne envie de se désinscrire, c'est légal. Et dans ce lien des inscriptions, on vous explique voilà, à quelle adresse mail est envoyé l'outil et on rajoute effectivement aussi des contacts. Alors, j'avais mis... Ah oui, on avait réfléchi avec Gwenaëlle à des idées potentielles de thématiques. Donc, des idées de rubriques, en tout cas, que vous pourriez exploiter dans votre newsletter en tant qu'artisan, créateur, mise en avant d'un savoir-faire. Ça pourrait être une rubrique, je ne sais pas, le geste et le métier. Vous pourriez expliquer un savoir-faire, une pièce à mettre en avant, un objet, une création, une inspiration. L'ancrage local, donc un lien avec le territoire, des matières spécifiques. Ça pourrait être dans l'atelier, des étapes de fabrication, des photos, où nous trouver. Je sais pas, vous êtes producteur, artisan, vous êtes peut-être de façon itinérante sur certains marchés ou autres. C'est peut-être l'occasion de le présenter aussi. Rubrique fidélisation, là, ça peut tout à fait être le mot de l'équipe, de la direction, d'un serveur, d'un stagiaire, les rendez-vous à ne pas manquer, vos retours, vos photos. Si, par exemple, vous avez des avis Google qui sont alimentés ou autres, rien n'empêche de les faire remonter justement sur cette newsletter et de les mettre en avant. Plutôt que de proposer un conseil, on va dire, random, n'hésitez pas à incarner les choses en disant c'est le conseil de Laure ce mois-ci dans tel village, par exemple. Donc, votre séjour, voilà, pour les hôtels, hébergement, de la nouveauté, des services, voilà, balade, activités à faire autour de l'hôtel. Pourquoi venir à telle saison? Voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous pourriez décliner chaque mois, par exemple. Des avantages, du témoignage, des focus à la carte, produits, producteurs, accords, conseils, accords Mevin, bref. Il y a vraiment pléthore voilà, de points d'entrée possibles. Il convient d'imaginer. Le principe de la ligne éditoriale et du rubricage, on va dire, de vos thématiques, il est intéressant puisque il va vous permettre d'anticiper, on va dire, d'un mois à l'autre, d'une newsletter à l'autre, puisque vous allez avoir toujours un peu les mêmes angles de communication. Ça permet de savoir un petit peu où on va. Voilà pour ce qui est du cadre un petit peu global.
Ça va? Oui, je ne vous perds pas. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet un peu plus technique. Euh, donc, si on traite des outils ou des plateformes, donc il en existe des milliers, hein. Enfin, des milliers, je ne sais pas, des centaines en tout cas, des dizaines. Allez. Moi, je vais vous en présenter un en détail sur lequel on va bidouiller un petit peu. Les plus connus, ou en tout cas ceux dont nous on entend le plus parler, c'est Brevo, justement. Donc avant, on appelait Sendinblue. Je crois que c'est un outil français. Donc qui voilà, va nous permettre d'envoyer des newsletters. Mais il existe aussi MailChimp, vous avez MailJet, vous avez Sarbacane. Enfin, selon les logiciels ou peut-être les outils de CRM que potentiellement vous pourriez utiliser, vous avez parfois des newsletters qui sont envoyables, on va dire, directement depuis les logiciels de réservation ou autres, par exemple. Donc en tout cas, Brevo, c'est une plateforme voilà, hyper utilisée en France. Vous allez avoir une offre gratuite. Alors ça, j'y reviendrai, hein. Il y a toujours la version gratuite et la version payante, quelle que soit la plateforme. Vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 9000 mails par mois. Donc, ce qui est plutôt intéressant, sauf si vous avez une base de données de 10 000 abonnés. Dans ce cas, vous ne pouvez pas envoyer un mail à tout le monde. Voilà. Ça dépend vraiment de la taille, en gros, de votre base de données. Vous pouvez gérer ce qu'on appelle le multicanal, donc envoyer des newsletters, mais également envoyer des SMS. Voilà. Parce que ce principe de base de données, là, dont vous avez parlé avec les adresses mail, c'est pareil avec les bases de données de numéros de téléphone. On va pouvoir, oui, il vous propose aussi des outils de CRM basiques et la conformité RGPD est bien intégrée. Voilà, c'est des outils voilà, qui sont développés aussi pour fonctionner en Europe et en France, hein, donc qui vont respecter la loi. Autre outil qui est beaucoup utilisé, MailChimp. Donc le logo, c'est la petite tête de singe, là, on voit souvent. Il y a un éditeur d'email qui est plutôt riche, vous verrez, et souvent c'est ce qui rassure aussi, c'est que vous n'allez pas être obligé, vous, de tout construire de A à Z. Il y a vraiment des systèmes de blocs, bloc image, bloc texte, bloc vidéo, que vous allez pouvoir utiliser et bouger en fonction de vos besoins. Donc celui de MailChimp est particulièrement bien foutu. L'éditeur est plutôt intuitif et vous avez des fonctionnalités d'automatisation qui sont intéressantes. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? L'automatisation, c'est ce qui fait que et ben, techniquement, allez, si c'était on va dire une mission qui me plaisait et m'amusait, je pourrais imaginer que je monte un outil de newsletter qui fait qu'à chaque fois que j'anime un webinaire, je récupère évidemment de façon conforme à la RGPD vos adresses mail et que je configure une newsletter de façon à ce qu'automatiquement, 72 heures après la fin de mon webinaire, vous receviez un mail automatiquement qui dise « Est-ce que c'était super? Est-ce que ça vous a plu? Laissez-moi un avis Google, etc. » Ça serait envoyé de manière automatique. Si vous avez déjà fait l'expérience de l'achat sur des boutiques en ligne, c'est finalement ce qui se passe. Vous faites votre paiement, enfin non, allez, vous mettez des produits dans le panier que vous n'achetez pas pour une raison X ou Y. Vous allez d'abord recevoir un mail de relance qui vous dit « Oh, tu as oublié de valider ton paiement ou d'aller au bout de la commande. » Mail automatique. Vous validez la commande, on va vous envoyer un mail qui confirme la commande, une facture, on va vous tenir au courant des étapes d'expédition, etc. Tout ça, c'est de l'automatisation. Voilà. Combien ça coûte? Alors, à revérifier régulièrement, là, je ne sais plus, on a dû concevoir les supports, disons, mi-février. Donc là, ce sont des captures d'écran des tarifs mi-février. Peut-être que ça aura un petit peu évolué, je ne sais pas, il faut aller voir dessus. C'est visible ou c'est tout petit? Ça va? Bon. Ça va, ça va. C'est Ça un va. peu petit, mais ça va. Bon, dans l'idée, voilà, là, vous voyez que MailChimp vous propose une version gratuite à droite et vous pouvez envoyer 250 mails par mois. Là où il me met tout, le gratuit. Brevo communique pas dessus, là. Bah non, trop facile sinon. Gratuit pour toujours, pas de carte bleue. Là, il vous fait sinon à partir de 5000 mails par mois à 6 €, mais il y a une version gratuite puisque c'est celle sur laquelle on va travailler ensemble.
L'idée, voilà, c'est que tout dépend du volume d'adresse mail auquel vous voulez vous adresser et de la fréquence de publication. Alors, là, j'ai fait un copier-coller parce que j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu. J'ai recréé, voilà, pour le webinaire, un compte, moi, sur Brevo, comme si on partait de zéro, en tout cas qu'on découvrait l'objectif. Et Brevo vous oriente, ou en tout cas vous réexplique un petit peu la logique, voilà, d'envoi d'une newsletter. Définissez votre objectif en tant qu'annonceur, et j'ai trouvé ça plutôt malin, de se reposer la question, en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais envoyer une newsletter? C'est quoi mon objectif marketing derrière? Et l'idée, voilà, c'est que ce soit vraiment un outil dans une stratégie globale. Plutôt qu'une simple notification que vous allez envoyer par défaut toutes les semaines. Voilà. Se reposer la question de l'utilité de mon outil de com. Pensez-le comme un support éditorial à part entière, comme un site internet ou un blog. C'est un petit, moi je trouve que cette checklist, elle est pas mal. À qui j'envoie ma newsletter? Qui est ma cible? Quelles sont ses attentes? Quels sont les objectifs de ma newsletter? Envoyer sur mon site, vendre, améliorer les relations clients. Qu'est-ce que j'envoie à mes abonnés? À quelle fréquence? Quelle est la valeur ajoutée pour mes contacts? Et quelle identité je souhaite donner à ma newsletter? Voilà. C'est vraiment des questions préalables à se poser avant de se lancer dans la réalisation. Ensuite, une fois qu'on a les réponses à ces questions, on peut y aller. Donc là, pour le coup, moi, je vais passer sur le logiciel directement. Mais là, donc dans ce que vous avez sous les yeux, ce sont les captures d'écran des différentes étapes. Donc quand vous allez sur brevo.com, voilà, vous allez pouvoir créer un compte. Donc moi, ils m'ont demandé mon prénom, mon nom, mon entreprise. Ils me demandent également une adresse, le nombre d'employés que j'ai, un numéro de téléphone. De mémoire, oui, voilà, il nous envoie un code de vérification sur le téléphone et ensuite c'est parti. Donc là, maintenant, je vais aller sur le vrai Brevo. Il faut que j'arrête le partage. Alors, il faut que je remette le partage sur le bon onglet. Voilà. Donc là, j'ai créé mon compte. Je n'ai jamais envoyé de newsletter. Voilà à quoi ressemble l'outil. C'est visible? Oui, ok. Il va nous demander, voilà, est-ce qu'on veut créer une campagne, organiser des contacts, et là, on voit que sur mon offre gratuite, voilà, je peux utiliser 300 mails, je peux envoyer 300 mails gratuitement jusqu'au 31 mars. Vous avez pas mal de petits tutos aussi, c'est quand même des outils qui sont plutôt conçus de manière hyper pédagogique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Ici, donc là, j'étais dans la page d'accueil, et quand je descends dans CRM, CRM, ça veut dire en français gestion de la relation client. On va retrouver à l'intérieur nos listes de contacts potentiels. Donc là, on voit que moi, j'en ai pas créé. Si je veux ajouter une liste de contacts, je vais faire créer une liste que je vais appeler liste test, par exemple, que je vais ranger dans mon premier dossier, puisque je n'en ai encore jamais fait. Je crée la liste. Et là, je veux importer des contacts dans ma liste. Donc, par exemple, on peut imaginer, alors je ne sais pas si j'en ai, mais attendez, je guette juste, est-ce que j'ai un fichier d'adresse mail? Je dois avoir ça quelque part. Fichier d'adresse mail. Où est-ce que j'ai rangé ça? Pardon, j'ai mal rangé mon fichier, je ne le retrouve pas.
J'arrête de m'obstiner, c'est pas grave, on va faire autrement. Pardon. Si tu veux, je viens de t'envoyer par mail un fichier des personnes inscrites au webinaire, si tu veux le récupérer. Un fichier Excel, si ça peut te dépanner. Tout le fichier d'inscription des entreprises là au cycle de webinaire. Si ça, Oui. voilà. Donc, merci, T'en sauvé. prie. Donc, là, vous voyez quand même, il nous demande de mettre un fichier CSV, XLX ou texte. Donc là, je vais faire un glisser-déposer du fichier que Laure m'a envoyé. Et là, on retrouve différents éléments qui est dedans. Là, ça analyse. Alors, moi, je veux juste, est-ce que j'ai... Moi, je veux garder... Alors, il vous demande voilà, de faire les correspondances. Donc là, je vais dire que j'en veux pas. Je veux que les mails, moi, par exemple. Les mails et les prénoms. Voilà, mail et prénoms, c'est très bien. Pourquoi ça ne marche pas? Okay. Ah oui, il faut que je mette... Alors, ça va être peut-être... Il faut que je les repasse manuellement. Alors, il n'avait pas 10 000. Le plus simple étant, en fait, d'utiliser des fichiers dans lesquels vous avez uniquement les données dont vous avez besoin. Là, voilà. Je confirme. Okay. Et là, vous voyez, il me demande de certifier que j'ai le droit d'utiliser ces adresses. Je n'enverrai pas et je supprimerai la liste, puisque techniquement, je n'ai pas l'accord sur mon compte. Et là, on me dit, voilà, 76 nouveaux contacts dans ma liste et 103 non importés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, pour l'exemple, ce sera très bien. Et à chaque fois, j'ai bien un prénom associé à une adresse mail. Vous pouvez créer plusieurs listes de contacts, enfin même autant que vous voulez, d'ailleurs. Ça va jusque-là? Rien d'incroyable. Donc là, j'ai mes contacts. Je vais pouvoir ensuite, hop, ah ben voilà, dans campagne, ici, donc en dessous, lancer une newsletter. Je vais faire créer une campagne. On me demande qu'est-ce que je veux envoyer comme campagne, mail, SMS ou autre. Je vais mettre email, puisque c'est notre thématique. Comment je vais nommer ma campagne? Je vais l'appeler la campagne du 31 mars 2026, par exemple. Hop. On me demande donc qui est l'expéditeur, qui sont les destinataires. Alors, on est d'accord que j'ai encore rien créé. Hein. Là, dans destinataire, je vais faire ajouter des destinataires et je dois pouvoir retrouver ma liste, je ne sais plus, ma liste test. Et d'ailleurs, je peux même mettre 2 listes si je veux. J'en avais présélectionné certaines. Donc là, d'accord. Objet de la campagne. Alors, c'est là où il faut être un peu pertinent. Je pourrais mettre ici, vous voyez, on a un petit truc qui s'appelle variable. Il va aller chercher dans les fichiers que j'ai importés les différentes colonnes. Donc là, je pourrais mettre prénom. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais. Prénom, voilà. Donc, au mail A, il va associer le prénom A, et ainsi de suite. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les éléments dans l'objet là. Ne loupe rien de cette newsletter.
Donc là, on aura, par exemple, Juliette ne loupe rien de cette newsletter. Ça va le gérer automatiquement. En dessous, vous avez le texte d'aperçu. Donc, c'est en gros la ligne qui va apparaître, en tout cas, comme résumé de votre contenu. Alors, bonjour, voici une super newsletter. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments importants, hein, puisque c'est vraiment ce qui va apparaître en premier. Vous allez aussi pouvoir ajouter des petits émoticônes. Voilà, hop. J'enregistre. Et là, on arrive à la partie design, donc démarrer la conception. Je vais pouvoir aller chercher ce qu'ils appellent des templates de base. Donc là, c'est des contenus qu'on va pouvoir créer nous, ou alors dans les prêts à l'emploi. Il y a aussi plein de modèles, un petit peu pour ceux qui ont participé à Canva, plein de modèles qu'on va pouvoir mettre à jour. Alors, je vais prendre, allez, je vais prendre celui-là, complètement arbitrairement. Donc là, on retrouve déjà une structure newsletter où je vais pouvoir modifier les choses. Par exemple, ce logo-là, qui ne me plaît pas et qui n'a rien à voir avec ce que je fais moi, je vais pouvoir, en cliquant dessus, ici, ajouter mon logo. Alors, soit, ben, j'ai jamais fait ça, tiens, HTTPS, je vais mettre le lien de mon site internet. Visiblement, il me propose d'aller récupérer des éléments sur mon site. Alors, on va voir si ça marche. J'ai oublié un. Je me permets, vous aviez oublié un W. Oui, merci. Ben voilà, ça c'est mon logo. Pour le coup, hop, il est allé le chercher. Quand même pas mal foutu. Et donc, quand on n'a pas de site internet, on peut aussi voilà, importer manuellement son logo, etc. Donc là, très bien. Il est allé chercher, c'est même plutôt très bien fait, les liens vers mes différents réseaux sociaux que j'avais saisis dans le site internet. Je vais pouvoir, je vais mettre enregistrer, tiens, je trouve ça très bien. Hop, continuer. Voilà, donc il me remet mon logo ici. Là, sur ce petit logo, je pourrais ici dans lien, par exemple, ajouter un lien qui va vers mon site internet, ce qui fait que le logo deviendrait cliquable. Je vais pouvoir faire bouger ce logo, le mettre au centre, à droite, etc. Je vais pouvoir faire en sorte que les bords, je ne sais pas si ça va marcher là, soient plus ou moins arrondis. Je ne sais pas si vous voyez les modifications à l'écran. Et là, tout simplement, si je veux changer le texte qui est ici, je double-clique dessus. Bonjour à tous. Voici une incroyable newsletter. Hop, voilà. Je vais pouvoir jouer avec les typographies, les tailles de caractères. Jusque-là, rien d'incroyable. Et si finalement, ce bloc-là, je voulais plutôt le mettre sous l'image, je clique dessus et je le déplace, tout simplement. Et là, donc si je veux communiquer non pas sur cet appartement, mais sur autre chose, je vais pouvoir faire remplacer. Donc je clique sur l'image, là j'ai remplacé. Et deux solutions. Soit je peux aller chercher dans les images libres de droit proposées par la plateforme, par exemple ce superbe chalet. Voilà. Voilà. Et là, en dessous, moi, je voudrais plutôt mettre autre chose. Donc, je vais mettre remplacer. Et là, sur mon ordi, moi, j'ai une image qui m'intéresse. Donc, je vais faire importer. Et qu'est-ce que j'ai comme vraie image? Des moutons. Hop, voilà. J'importe mes moutons ici.
Donc plutôt simple, avec des simples remplacés, on va dire, en tout cas ça fonctionne. Alors là, problème classique, on voit que j'ai une image plus grande qu'une autre, quoi. Donc faites attention, vous, quand vous fabriquez vos images, notamment dans Canva, par exemple, à ce qu'elles soient toutes exactement à la même taille si vous voulez quelque chose de très aligné. Imaginons maintenant qu'on veuille ajouter, donc vous voyez, je suis revenue là en cliquant là-haut, qu'on veuille ajouter du texte, un titre, une image. Donc là, je vais pouvoir, avec ces blocs, faire des glisser-déposer. Là, je vais mettre vidéo ici. Hop. Et il va me demander, en cliquant sur la vidéo, soit de mettre le lien d'une vidéo YouTube. On va faire le test. Je vais prendre ça. Je prends ce lien complètement au hasard. Je mets mon lien et il me fait tout seul, juste en faisant un copier-coller du lien, une simulation de vidéo cliquable. Je vais pouvoir changer les petits boutons là, finalement, j'en veux un blanc ou autre. Bon, elle est un peu moche, la newsletter, mais peu importe. Et je voudrais, en dessous de cette vidéo, rajouter, vous savez, mes fameux boutons d'appel à l'action, mes call to action, là. Et je le déplace ici. Je vais pouvoir en cliquant dessus, changer le texte. Appuyer, par exemple. Et je vais pouvoir modifier la couleur du bouton. Le faire descendre, le faire remonter. Donc, tout est modifiable. Là, on voit dans la mise en page que mon bouton, il fait 50%, il fait la moitié de la largeur de la page. Donc, je pourrais aussi vouloir un bouton. Ça va marcher. Je vais mettre plus petit. Ce qu'il faut imaginer, c'est que votre newsletter, en fait, c'est un canevas, c'est un tableau, en fait, ni plus ni moins. Vous avez là, en l'occurrence, une colonne. Jusque là, en gros, vous avez une seule colonne, mais 1, 2, 3, 4, 5, disons 10 lignes et une colonne. Et à partir d'ici, j'ai 3 colonnes, juste dans ce bloc-là. Donc c'est vraiment une histoire de glisser-déposer différentes colonnes. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit ici, dans mes colonnes, en haut, il me demande, voilà, quel est le fond que je voudrais. Donc je pourrais dire, finalement, je voudrais que dans cette colonne, le fond soit d'une couleur, soit violet. On retrouve là pas mal d'éléments. On peut ajouter des séparateurs aussi, on appelle ça, donc de façon à ce qu'on ait un peu plus de place pour qu'on aère entre différents blocs. Navigation, je ne sais plus exactement ce que c'est. Ce sont des liens. Oui, tout simplement. Les réseaux sociaux, donc là, ils vous en proposent 3, mais je pourrais dire finalement, je vais ajouter, voilà, il y en a plein là, hein. Un YouTube, un TikTok ou autre. Donc, ou après, oui, il faut bien remettre l'URL qui vous concerne. On peut d'ailleurs modifier aussi les icônes. Là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'avoir sur Canva, peut-être, des éléments graphiques que vous allez dupliquer, définir tous les mois. Une photo de couverture, comme vous mettriez sur Facebook, des blocs voilà, au bon format pour les images que vous voudriez mettre en avant, de façon à garder cette cohérence
cette cohérence visuelle pardon, et de marque. Imaginons qu'on soit satisfait de la partie visuelle, voilà, de notre newsletter. Ici, vous avez en haut aperçu et test. Donc là, je suis sur... voilà. Ici, j'ai dans aperçu, vous voyez, l'ordinateur et le téléphone. C'est que le logiciel gère ce qu'on appelle la partie responsive. Donc, quelle tête va avoir le contenu sur un téléphone. L'idée, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous avez une colonne, pas de souci. Quand vous avez plusieurs colonnes, voilà, les images vont apparaître les unes en dessous des autres sur le téléphone. Donc, forcément, votre mise en page va un petit peu bouger. Et, bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre newsletter à 10 000 destinataires avant d'avoir vérifié. Vous pouvez envoyer un email de test. Donc là, hop, moi voilà, je vais me l'envoyer à moi-même. Et seul moi, je vais recevoir le mail en question pour voir quelle tête il a, quoi. Et seulement une fois que je serai satisfaite de la façon dont tout ça apparaît, je pourrai envoyer officiellement. Donc en tout cas, on va pouvoir tester. J'ai reçu mon email de test, je suis contente, tout fonctionne hyper bien, je l'envoie. Donc là, ici, pardon, en haut, j'ai programmé. Et là, je vais pouvoir soit l'envoyer immédiatement, soit dire je veux que ce soit envoyé tel jour à telle heure. Donc, vous pouvez aussi préparer en amont votre newsletter et ne l'envoyer que plus tard. OK? Ça va jusque-là? Alors, je vais essayer, pour vous montrer la partie stats, d'aller chez quelqu'un qui... alors, ici, je peux aller sans avoir besoin d'un double code. Je suis victime d'un bug. Bon. Dans les statistiques qu'il faut avoir en tête. Donc, je vais vous mettre... Une fois que les newsletters ont été envoyés, vous allez pouvoir retrouver au niveau campagne, vous voyez le support là, voilà. Vous allez pouvoir retrouver au niveau campagne différents indicateurs qu'il convient de suivre, voilà, pour voir si vos envois restent pertinents ou non. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, donc c'est le pourcentage de gens qui ont ouvert votre newsletter parmi ceux qui l'ont reçu. On considère qu'au-delà de 20%, c'est bien. Ça peut être un peu déprimant. Ça veut dire qu'il y a quand même que 20% des gens, enfin, potentiellement, vont l'ouvrir. Plus vous montez, mieux c'est. Mais ça veut dire quoi? Et ça permet aussi de bosser, on va dire, le fond et l'intérêt que vont avoir les gens. C'est qu'une base de données très importante avec beaucoup d'adresses mail ne veut pas forcément dire base de données qualifiée. Et donc, plus vous aurez de monde dans votre newsletter, plus il y a de chances que le taux d'ouverture diminue aussi. Donc, vous allez pouvoir suivre également les clics. Donc là, c'est pourcentage de clics sur les liens de votre newsletter.
pourcentage de désabonnement. Alors ça, c'est un indicateur important, hein. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, ça veut dire ça peut vouloir dire plusieurs choses. Fréquence d'envoi trop élevée. Vous êtes en train d'user tout le monde avec votre newsletter. Il y en a trop. Ou que le contenu n'est définitivement pas intéressant pour votre cible. Voilà. Donc peut-être qu'il va falloir rebosser la ligne éditoriale. Signalé comme spam, là c'est le pire. Voilà. C'est celui qui prend même pas le temps de se désabonner puis qui dit foutez-moi la paix, quoi. Je vous signale comme spam. Donc là c'est vraiment voilà, les stats à avoir en tête. Et regardez aussi le taux de délivrabilité. Parce que parfois, notamment quand on traîne des fichiers d'adresse mail depuis plusieurs années, il y a des mails qui n'existent plus, des mails qui n'existent plus et qui ne sont plus à jour et donc qui font diminuer notre taux de délivrabilité. Gros désavantage quand même, il faut le dire, des outils de newsletter, c'est que vous avez une partie des mails qui passent dans les spams, voilà, directement. Donc sur des petits envois, moi j'ai quand même tendance à préférer des petits envois quand il n'y a pas trop de monde, j'ai quand même tendance à préférer les outils qui vont nous permettre d'envoyer directement, hein, Gmail, enfin les adresses mail classiques, voilà, mais qui ne vont pas permettre toute cette mise en page. Soyez aussi vigilants sur la taille des images que vous allez tenter de transporter, on va dire via ces newsletters, puisque plus les images sont lourdes, moins les boîtes mail les supportent, sans parler du souci écologique qu'il y a derrière. En tout cas, l'autre avantage de ces outils newsletter, ça va quand même être que vous envoyez votre mail à 100 personnes, l'outil va vous permettre de savoir qui individuellement a ouvert le mail, a cliqué et ainsi de suite. Donc sur des campagnes où vous allez avoir besoin de relancer ou autre, ça peut vraiment être intéressant aussi pour le suivi. Voilà, disons qu'on est plus traqué, mais il y a moins de délivrabilité qu'un mail classique tout de même. Donc, si je dois résumer un petit peu ce webinaire, je dirais que l'outil que vous allez utiliser importe peu. Moi, je vous ai présenté Brevo, mais j'aurais pu vous présenter n'importe quel autre outil. Il existe des trames préexistantes ou d'autres à construire. Ce qui va vraiment importer, c'est ce que vous allez raconter. Est-ce que le message que vous allez délivrer répond, on va dire, aux motivations à l'achat de votre cible et visuellement est cohérent avec ce que vous cherchez à défendre, ce que vous cherchez à présenter. Et une fois que le contenu a été envoyé, il convient pour le coup de suivre les statistiques de façon à pouvoir optimiser les choses, on va dire d'une newsletter à l'autre, et se poser aussi les questions de là j'ai beaucoup de désabonnements d'un coup, donc pourquoi? Est-ce qu'il y avait une spécificité à la newsletter que je viens d'envoyer ou pas du tout? Quel est l'intérêt de l'envoi en lot, nous dit Sarah. Alors ça, j'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'est l'envoi en lot, je vais regarder. Et comment avoir un lien de désinscription si on envoie nous-mêmes les mails depuis Gmail? On ne peut pas avoir de lien de désinscription par Gmail. Voilà. Donc, quand je dis envoi, c'est 20 personnes, quoi. C'est votre boucle de mail classique. Techniquement, il ne peut pas y avoir de lien de désinscription. Parce que c'est vous qui mettez, en gros, les mails, et ce n'est pas une base de données qui le gère. Bonjour, je suis Sarah, c'est moi qui ai posé les questions. Bonjour Sarah. La question de l'intérêt de l'envoi en lot, c'était quand vous étiez sur Brevo, sur envoyer le mail, il y avait plusieurs options, envoyer maintenant, envoyer plus tard ou envoyer en lot. Je vais aller voir. Alors, je n'ai jamais fait ça. Je ne vois pas ce... Alors, voir à quoi ça ressemble. Je vais peut-être y voir plus clair. La page n'est plus disponible. Nickel. Alors, bon, on va en lot Brevo. Je vais aller chercher. L'envoi en lot, date, liste déroulante. Combien de lots vous souhaitez envoyer à votre campagne email? Campagne de mail en masse. J'ai pas la réponse. Là.
OK, merci. Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais les envois du coup depuis Gmail, donc sans lien de Oui, désinscription, c'était d'où ma question. Et donc pour Gmail, on en envoie en lot, on a une base de 250 à peu près personnes, on en envoie en lot de 50 ok, pour être sûr que les mails ne sont pas justement envoyés en spam par Gmail automatiquement. ouais. Voilà. Mais Donc c'était là, d'où en ma fait, question. c'est forcément différent sur Brevo parce que là, vous pouvez gérer les envois en nombre avec les listings d'adresses mail. Donc, à mon avis, c'est autre chose. C'est plus envoyer plusieurs newsletters à un même mail ou un truc comme ça. Une D'accord. campagne, alors, groupe de destinataires, envoi en si je mets juste le et je ne le retrouve pas. J'ai l'outil. J'ai l'outil qui bug. Alors, si quelqu'un a peut-être une autre question pendant que je farfouille. Il y avait une remarque dans le chat, mais d'une personne qui est partie, qui disait qu'elle utilise un autre outil, mais que voilà, la question centrale, c'est comment gagner en clarté et avoir une ligne éditoriale qui arrive à attirer dans une pluie de newsletters. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu as la réponse. Tu as donné déjà les éléments un peu en introduction, hein, mais c'est vrai que... C'est vraiment, en fait, l'élément central, mais c'est pas central dans les newsletters, c'est dans votre communication en général quand même, c'est de se placer à la place du client, de l'utilisateur, et vraiment réfléchir. Moi, j'ai pas trouvé mieux qu'en termes de frein et motivation à l'achat. Alors, c'est très marketing, parfois ça fait peur, mais c'est quand même de se dire finalement la personne, qu'est-ce qui lui plaît dans ce que je propose. Et donc ça, de le mettre en avant, et au contraire, qu'est-ce qui lui fait peur dans ce que je propose ou dans ce que je suis, ce que je défends, mes valeurs, et comment je vais essayer de lever ces freins autant que possible pour la faire adhérer, quoi. Donc il y a vraiment pour moi un job de connaissance de sa cible, connaissance de ses prospects, avant de se lancer en commun. Ça me semble obligatoire. Je suis en train de me battre avec Brevo, Sarah, je crois que je ne vais pas réussir à avoir la réponse. Ça me déconnecte et reconnecte automatiquement. J'ai pas de chance sur la page est On pourra peut-être creuser pour Sarah et si on trouve la réponse, on vous l'enverra par mail éventuellement. Désolée de ne pas pouvoir répondre là dans l'immédiat. Et je pense voilà, que c'est vraiment une question de envoyer des séries de newsletters à un contact. À mon avis, c'est plutôt de cet ordre-là. N'hésitez pas, hein, les uns les autres, si vous avez d'autres questions à poser. On n'est pas nombreux aujourd'hui, donc être connectés. Donc vous pouvez le faire à l'oral directement, pas besoin de passer par le chat. N'hésitez pas. Si vous profitez encore du J'ai la savoir de réponse. Juliette. Ah, Ça y est, j'ai la réponse. Donc, c'est quand on a des bases de données vraiment très importantes. Voilà. Pour éviter les bugs, justement, ils proposent des envois par tranche ou par lot de 2000 contacts, 3000 emails, pour pouvoir échelonner aussi les envois et éviter les soucis. Éviter les processus de chauffe de votre adresse IP. Ouais. Bon, pour avoir des problèmes de trop grosses bases de données. Voilà. bon, peut-être que s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va Si je clôturer, peux hein. poser une petite question, Oui, peut-être oui, pendant que allez-y, bien sûr, bien merci. sûr. Et donc toujours du coup par rapport à l'envoi sur Gmail, donc aujourd'hui on gère la base de 250 par lot de 50. Il vaut mieux quand même passer sur Brevo pour la politique RGPD, le lien de désinscription, c'est ça que je comprends? Oui, en fait, Gmail, normalement, vous autorise pas légalement à faire de l'envoi en nombre. Alors,
Ça veut dire que concrètement, il n'y a personne qui peut mesurer, en gros, si vous êtes raccord avec la RGPD ou pas via Gmail. Vous vendez des choses via mail ou c'est de l'info? Non, c'est de l'info. Ah, bah, il y a le printemps qui arrive, voilà, choses comme ça. Le risque est pas bien grand, hein. À mon avis, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de positionnement commercial derrière. Et à mon avis, le taux de délivrabilité sera plus important sur Gmail que si vous passez via Brevo. Bah, c'est ça qui m'a fait tilter quand vous avez dit que Brevo, les mails partent en spam. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de spam, enfin de newsletters dans mes spams. Et donc, il peut y avoir ce risque-là. Et le désavantage après de Gmail, c'est que vous n'allez pas pouvoir avoir une mise en page aussi sympa, on va dire, que sur Brevo. Et j'ai pas de statistiques non plus sur Gmail. Il n'y a pas de statistiques, oui. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire le test sur une newsletter, peut-être à plus faible enjeu, ou alors de doubler, pour comparer, en tout cas, le taux de délivrabilité déjà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? N'hésitez pas. Bon, je crois pas, ça n'a pas l'air de bouger. On va clôturer du coup cette dernière session de notre cycle destiné à la communication. Ah, il y a une personne qui est en train d'écrire. Donc, en tout cas, voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre participation, votre présence. On espère que voilà, cette session aujourd'hui a répondu à vos attentes. Et puis, du coup, on va se retrouver d'ici un mois avec une autre série de webinaires. On n'a pas encore les dates, mais vous les recevrez prochainement. Je pense on va finaliser la semaine prochaine. Donc là, on va s'intéresser maintenant, on lâche la com et on s'intéresse plutôt aux éco-solutions, c'est-à-dire toutes ces astuces ou solutions que vous pouvez mettre en place dans vos structures, que ce soit des hébergements, des sites de découverte, des restaurants ou autres, pour progresser dans la durabilité de votre offre, pour économiser encore davantage les ressources, etc., etc. Et du coup, il va y avoir 4 webinaires avec les thématiques en lien avec les écomobilités, pardon, le fait d'économiser l'eau, le zéro déchet et puis favoriser la biodiversité. Donc, on vous communique les dates prochainement et ça commencera à partir de mi-avril. Voilà, à nouveau, merci pour votre présence. On envoie donc, comme convenu, le replay et puis le tuto de cette séance. Ce sera envoyé en fin de semaine par mail. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Je remercie à nouveau Juliette pour ses explications claires, sa bonne humeur. Je la remercie de nous avoir accompagnés sur tout ce cycle. Voilà. Et dans le mail, on vous envoie aussi un petit formulaire de satisfaction. Si vous pouvez avoir la gentillesse de prendre quelques minutes pour le remplir, ça nous aide vraiment. Vos réponses nous aident à progresser, à nous améliorer, à réajuster. Et c'est vraiment précieux pour nous. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Au revoir.